Au cœur du désert, quelque chose d'inimaginable a été découvert. Un objet colossal a émergé des sables, défiant la logique et l'histoire. Des témoins affirment avoir vu des créatures mystiques rôder dans la zone la nuit de la découverte. Lorsque les autorités sont arrivées, le mystère a pris une tournure encore plus sombre. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et d'explorer d'autres mystères incroyables. Le soleil brûlant. Du Sahara châtiait impitoyablement la tente improvisée où Amélie Durand organisait ses notes. À 32 ans, l'archéologue française n'avait jamais imaginé que ses recherches sur les civilisations anciennes la conduiraient à l'une des découvertes les plus intrigantes du XXIe siècle. Il y a 3 semaines, elle avait reçu un email, crypté de son ancien mentor, Dr Pierre Lefebvre, avec des coordonnées spécifiques dans le désert et un message énigmatique. Ce qui ne devrait pas être ici est là. Venez immédiatement. Le camp de recherche monté à la hâte abritait une équipe réduite. Outre Amélie, seulement son assistant Thomas Martin, un jeune prodige en technologie sous-marine, et Claire Dubois, géologue spécialisée dans ça, les formations désertiques. Le trio avait obtenu un financement privé grâce à la mystérieuse fondation Phoenix, qui avait manifesté un intérêt inhabituel pour le projet, après qu'Amélie ait vaguement mentionné la possibilité de trouver des structures anormales dans la région. « Amélie, vous devez voir ça !» La voix de Thomas résonna à travers la radio, brisant le silence de l'après-midi. Les résultats du scanner sont arrivés et, eh bien, vous feriez mieux de venir ici. Ajustant son hijab, cadeau du docteur Lefebvre pour respecter les coutumes locales, Amélie traversa rapidement le terrain sablonneux jusqu'à la tente d'équipement. Thomas était penché sur un écran d'ordinateur, son visage illuminé par la lueur bleutée du moniteur. « Regardez ça !» Il pointa vers une série d'images tridimensionnelles générées par le radar à pénétration de sol. La structure métallique fait au moins 120 mètres de long. Et la forme, Amélie, c'est impossible. Claire, qui jusqu'alors analysait des échantillons de sol en silence, s'approcha de l'écran. La composition du métal est différente de tout ce que j'ai vu. Et la profondeur de conservation suggère qu'il est ici depuis des décennies, des siècles, Amélie compléta, ses yeux fixés sur les images. Des millénaires, corrigea Claire, sa voix tremblant légèrement. Les couches sédimentaires indiquent que cette structure est ici depuis au moins 12 000 ans. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit d'un hélicoptère qui s'approchait. Amélie courut hors de la tente, protégeant ses yeux du sable soulevé par les hélices. Un homme grand, aux cheveux grisonnants et à la peau bronzée par le soleil, descendit de l'appareil, Dr Lefebvre. « Ma chère élève », il serra Amélie dans ses bras. « Pardonnez-moi pour le mystère, mais je devais être sûr avant d'impliquer. » Plus de personnes. Dans la tente principale, Lefebvre étala sur la table une série de vieilles photographies, des documents jaunis et un journal à la couverture usée. En 1952, mon père était un jeune bédouin quand il a trouvé quelque chose d'étrange dans les dunes. Il a gardé le secret toute sa vie, mais avant de partir, il m'a remis ceci. Il ouvrit le journal révélant des dessins détaillés d'une structure qui ressemblait étrangement aux images du radar. Mais ce n'est pas tout, continua Lefebvre, baissant la voix. Il y a 2 mois, j'ai reçu la visite d'une femme. Elle s'est présentée comme représentante de la fondation Phoenix. Elle savait tout à propos du journal, des coordonnées, de tout. Elle a offert un financement illimité pour la recherche, mais à une condition. Toute découverte devrait d'abord être signalée à la fondation. Amélie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant ?»« Parce qu'elle m'a montré ceci, » Lefebvre sortit, de sa poche une vieille photographie en noir et blanc. L'image montrait une femme élégante aux côtés d'un groupe de scientifiques. En arrière-plan, partiellement visible, se trouvait une structure métallique émergeant du sable. La date inscrite au dos, 1923. Le plus intrigant, Lefebvre pointa la femme sur la photo. C'est qu'elle est identique à la représentante de la fondation qui m'a rendu visite. Pas une descendante, pas une ressemblance, identique. Le bruit d'autres hélicoptères interrompit la conversation. Claire entra en courant dans la tente. Nous avons de la compagnie, beaucoup de compagnie. Amélie courut dehors pour voir 5 hélicoptères noirs atterrissant en formation précise. Des hommes en costume sombre
descendirent rapidement, transportant des équipements sophistiqués. Parmi eux, une femme élégante marchait avec une grâce féline. Son tailleur, impeccable, contrastant avec l'environnement désertique. Dre Durand. La femme sourit, tendant la main. « Je suis Victoire Phoenix. Je crois que nous avons beaucoup à discuter à propos de votre découverte. » Amélie sentit le poids du regard de Victoire, comme si elle pouvait voir à travers son âme. À ce moment, elle réalisa qu'elle avait trébuché sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple anomalie archéologique. Le sous-marin enterré dans le désert n'était que la pointe d'un iceberg de mystère qui remontait à un passé, qui défiait tout ce que l'humanité croyait savoir sur sa propre histoire. Thomas s'approcha discrètement, chuchotant « Amélie, vous devez voir ça. Les capteurs détectent quelque chose qui bouge à l'intérieur de la structure. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés, tandis que le vent du désert portait l'écho de secrets millénaires sur le point d'être révélés. Amélie savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle était sur le point de plonger dans des eaux bien plus profondes qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver au milieu du désert. La nuit tombait sur le campement, enveloppant les dunes dans un manteau d'obscurité, ponctué seulement par les lumières artificielles des équipements récemment installés. Amélie observait avec un mélange de fascination et d'appréhension le ballet synchronisé de l'équipe de la Fondation Phoenix. En quelques heures, ils avaient transformé le modeste camp de recherche en une base d'opération high-tech. Victoire Phoenix marchait parmi les techniciens avec la grâce d'une danseuse et l'autorité d'un général. Ses yeux, d'un bleu aussi profond que l'océan, semblaient garder des secrets d'époques révolues. Amélie ne pouvait pas chasser la sensation qu'elle la connaissait déjà de quelque part, bien que cela soit logiquement impossible. Dre Durand, la voix mélodieuse de Victoire, interrompit ses pensées. « Je crois qu'il est temps d'unir nos forces. Ce que vous avez découvert ici, disons simplement que ce n'est que la pointe de l'iceberg. » Amélie hésita, jetant un regard vers Dr Lefebvre qui acquiesça discrètement. « Mademoiselle Phoenix, avant toute chose, j'ai besoin de comprendre exactement qui vous êtes et ce que vous savez sur ceci. » Elle fit un geste en direction du site de fouille. Victoire sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est juste, mais d'abord, que diriez-vous d'examiner de plus près notre invité souterrain ?» Guidé par Victoire, le groupe se dirigea vers une tente plus grande, récemment montée. À l'intérieur, une série de moniteurs affichait des images en temps réel du sous-sol. Thomas, qui était déjà là à analyser les données, regarda Amélie avec une expression d'étonnement. « Amélie, vous n'allez pas le croire, dit-il, pointant vers l'un des écrans. Ce que nous avons détecté en mouvement, ce n'est pas de la machinerie ancienne réactivée comme nous le pensions. Ce sont des formes de vie. » Les images montraient des silhouettes indéfinies se déplaçant à l'intérieur de la structure immergée. C'étaient des formes fluides, presque éthérées, qui semblaient danser dans une chorégraphie hypnotique. « Qu'est-ce que nous voyons exactement ici ?» demanda Claire, sa voix tremblant légèrement. Victoire s'approcha de l'écran, ses yeux brillant d'une intensité presque surnaturelle. « Ce que vous voyez, mes chers, ce sont les derniers vestiges d'une civilisation qui existait bien avant ce que vos livres d'histoire osent imaginer. » Le silence qui suivit fut brisé par le bruit d'équipements mis en marche à l'extérieur. Victoire continua. « La Fondation Phoenix existe depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre vous ne peut imaginer. Notre mission est de protéger, et quand nécessaire, de révéler les secrets que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre complètement. » Amélie sentit une vague d'adrénaline parcourir son corps. Toute sa vie académique, toutes les théories qu'elle avait proposées et qui avaient été ridiculisées par la communauté scientifique semblaient être sur le point d'être validées. Vous dites que ceci, cette structure, est la preuve d'une civilisation prédiluvienne. Victoire acquiesça lentement. Pas seulement prédiluvienne, Dre Durand. Nous parlons d'une civilisation qui maîtrisait des technologies qui sont encore aujourd'hui au-delà de notre compréhension. Dr Lefebvre, qui jusqu'alors observait tout en silence, se prononça enfin. « La photographie que vous m'avez montrée, la femme, c'était vous, n'est-ce pas ?» Le sourire de Victoire s'élargit, révélant une rangée de dents parfaitement blanches. « Perspicace comme toujours, Pierre. Oui, c'était moi. Tout comme c'était moi en 1880 quand j'ai financé les premières fouilles modernes en Égypte et en 1452 quand j'ai murmuré des idées à l'oreille de Léonard de Vinci. »
La révélation tomba comme une bombe sur le groupe. Thomas fut le premier à retrouver la parole. « C'est impossible. Vous dites que vous êtes immortel. »« Immortel est un mot si définitif, » répondit Victoire avec un haussement d'épaules élégant. « Disons simplement que ma perspective du temps est différente de la vôtre. » Amélie, luttant pour traiter toutes les informations, reporta son attention sur les moniteurs. Les formes continuaient leur balai silencieux, apparemment indifférentes au tumulte qu'elles causaient à la surface. « Et eux, que sont-ils » Victoire s'approcha d'Amélie, posant une main sur son épaule. Le toucher était froid, presque électrique. « Eux, ma chère, sont la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Ce sont les gardiens, les derniers de leur espèce, attendant patiemment le moment propice pour s'éveiller. » Claire, qui analysait silencieusement les données géologiques, interrompit. « Mais cela n'a pas de sens. Les couches sédimentaires indiquent que cette structure est ici depuis des millénaires. Comment peuvent exister des formes de vie actives depuis si longtemps? »« Ah, Dreux du Bois, » Victoire sourit, « vous pensez encore dans les paramètres de la science connue. Ce que nous avons ici est une technologie qui transcende notre compréhension actuelle. Stas avancée, manipulation quantique du temps. Appelez-le comme vous voulez. Le fait est qu'ils sont là, vivants, en attente. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. En attente de quoi? Le regard de Victoire devint distant, presque mélancolique. Du retour des eaux de Redurant. Du moment où le Sahara redeviendra l'océan qu'il était autrefois. À ce moment, l'un des techniciens de la Fondation Phénix entra précipitamment dans la tente. « Mademoiselle Phénix, nous avons détecté une anomalie magnétique qui s'approche rapidement du périmètre sud. » Victoire parut momentanément alarmée, ce qui contrastait avec son attitude généralement contrôlée. « Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse si rapidement. »« Qui ?» demanda Amélie, sentant qu'ils étaient sur le point de plonger encore plus profondément dans ce mystère. « Les autres, » répondit Victoire énigmatiquement. « Ceux qui préféreraient que certains secrets restent enterrés. Préparez-vous, mes chers, la véritable aventure est sur le point de commencer. » À peine avait-elle fini de parler que le bruit de moteurs puissants déchira l'air de la nuit. Des lumières puissantes illuminèrent le campement et des voix autoritaires commencèrent à crier des ordres. Amélie courut hors de la tente, seulement pour se retrouver face à une scène qui semblait sortie d'un film de science-fiction. Des véhicules militaires non identifiés entouraient le périmètre et des soldats en combinaison futuriste avançaient en formation. Dr Lefebvre saisit le bras d'Amélie. « Nous devons protéger les découvertes, vite au centre de commandement. » Tandis qu'il courait vers la tente principale, Amélie ne put s'empêcher de remarquer que Victoire, Phénix avait complètement disparu. Le chaos s'installa dans le camp, avec des membres de l'équipe courant dans toutes les directions, tentant de sauver équipements et données. Thomas parvint à les rejoindre, portant un disque dur externe. « J'ai réussi à sauvegarder tout, mais je ne sais pas combien de temps nous pourrons garder cela secret. » Amélie regarda le ciel étoilé du désert, aussi vaste et mystérieux que les secrets qui commençaient à se révéler. Elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie et, potentiellement l'histoire de l'humanité, ne seraient plus jamais les mêmes. Le sous-marin dans le désert n'était que le début d'un voyage qui promettait de défier tout ce qu'il croyait savoir sur le passé, le présent et l'avenir de la Terre. La nuit dans le désert se transforma en un chaos organisé. Des lumières stroboscopiques percèrent l'obscurité, tandis que des véhicules militaires encerclèrent le périmètre du campement. Amélie, Thomas et Dr Lefebvre se réfugièrent dans la tente principale, convertie à la hâte en un centre de commandement improvisé. « Nous devons protéger les données à tout prix, » haleta Amélie, ses yeux alternant rapidement entre les multiples écrans d'ordinateur. « Thomas, lancez le protocole de cryptage que nous avons développé. Claire, où êtes-vous » Comme pour répondre à sa question, Claire fit irruption dans la tente, son visage couvert de sable et de sueur. « J'ai réussi à sauver les échantillons. Les plus importants, mais j'ai dû abandonner une partie de l'équipement. » Dr Lefebvre, étonnamment calme face au chaos, commença à organiser les documents les plus cruciaux. « Nous ne pouvons pas les laisser prendre le journal de mon père. C'est la seule preuve que nous avons de la découverte originale. » De l'extérieur, une voix amplifiée résonna. « Attention, équipe de recherche. Ici le colonel Mercier de la Force d'intervention spéciale Neptune. Vous êtes dans une zone restreinte.
Nous exigeons votre reddition immédiate et la remise de toutes les données et artefacts collectés. » Amélie échangea des regards inquiets avec son équipe. Force d'intervention Neptune, jamais entendu parler. « Moi si, » murmura Dr Lefebvre, son visage vieillissant visiblement avec l'inquiétude. « C'est une unité ultra secrète, dédiée à supprimer les découvertes qui pourraient réécrire l'histoire. » Thomas, qui travaillait furieusement sur l'ordinateur, interrompit. « Amélie, il se passe quelque chose d'étrange avec nos systèmes. Je détecte une interférence qui ne vient pas d'eux. » À ce moment, les lumières de la tente clignotèrent et tous les moniteurs s'éteignirent pendant une seconde. Quand ils reprirent vie, un message clignotait sur l'écran principal. « Protocole Atlantide activé. Coordonnées d'extraction. 23 degrés N, 12 degrés. Temps estimé. 10 minutes. » Atlantide, haleta Claire. Cela ne peut pas être une coïncidence. Amélie sentit son cœur s'accélérer. La mention de l'Atlantide, combinée à la découverte du sous-marin dans le désert et aux créatures mystérieuses, tissait une tapisserie de mystères qui défiait toute logique. « Nous devons lui faire confiance », dit soudainement Amélie, recevant des regards confus. « Victoire, qui qu'elle soit ou ce qu'elle soit, je pense qu'elle essaie de nous aider. » Dr Lefebvre acquiesça lentement. « Je suis d'accord, mais comment allons-nous sortir d'ici avec tout ce siège ?» Comme pour répondre à sa question, un bruit assourdissant remplit l'air. Le sol commença à trembler, et pendant un moment tous pensèrent que c'était un tremblement de terre. Mais alors, à travers l'ouverture de la tente, ils virent quelque chose qui défiait la compréhension. Le sable du désert bougeait, ondulant comme s'il s'agissait d'eau, et, émergeant de cette marée de sable, un véhicule qui semblait être un mélange de sous-marins et de véhicules terrestres se matérialisa. Sa surface était d'un métal iridescent qui reflétait les lumières du camp de manière hypnotique. « Incroyable !» chuchota Thomas, ses yeux écarquillés d'étonnement. Voix du colonel Mercier résonna à nouveau, cette fois avec une note de panique. « Attention, toutes les unités, contenez cette chose. Ne la laissez pas s'approcher de la cible. » Mais c'était trop tard. Le véhicule glissa sur le sable comme s'il naviguait, s'arrêtant exactement devant la tente principale. Une écoutille s'ouvrit, révélant un intérieur illuminé par une douce lumière bleue. « Entrez !» La voix de Victoire résonna de l'intérieur. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Amélie hésita seulement une seconde avant de prendre sa décision. « Allons-y, prenez tout ce que vous pouvez porter. » Dans une course frénétique, l'équipe rassembla ordinateurs portables, disques durs, documents et les précieux échantillons. Pendant ce temps, les soldats de la force d'intervention Neptune tentaient de s'approcher, mais étaient constamment repoussés par des vagues de sable qui semblaient avoir leur propre vie. Un par un, ils embarquèrent dans l'étrange véhicule. Amélie fut la dernière, jetant un dernier regard sur le campement qui, quelques heures auparavant, était le site d'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Dès qu'elle entra, l'écoutille se ferma hermétiquement. Victoire, assise dans un fauteuil qui semblait fusionner au sol du véhicule, sourit. « Bienvenue à bord du Nautilus 2, messieurs, dames. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. »« Plus que vous ne pouvez imaginer, » répondit Amélie, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Le véhicule commença à se déplacer, glissant sous la surface du sable comme s'il plongeait dans l'océan. À travers des hublots circulaires, ils pouvaient voir le sable s'écouler autour d'eux, révélant occasionnellement des aperçus de structures métalliques anciennes enterrées. « Ce que vous voyez, » expliqua Victoire, tout en pilotant le véhicule, avec de doux contacts sur des panneaux holographiques, sont les restes d'un vaste réseau de tunnels et de villes submergées. Le Sahara, mes chers, était autrefois le cœur d'une civilisation qui ferait paraître nos pays les plus avancés, primitifs en comparaison. Claire, toujours accrochée à ses échantillons, ne put contenir sa curiosité scientifique. Mais comment est-ce possible? Toute la géologie? La géologie que vous connaissez, Dreux du Bois, interrompit Victoire, est basée sur une fraction, infime de la véritable histoire de la Terre. Ce que nous sommes sur le point de vous montrer redéfinira tout ce que vous pensiez savoir sur notre planète et notre espèce. Le Nautilus 2 poursuivit son voyage souterrain, laissant derrière lui le chaos de la surface. Amélie pouvait sentir qu'ils s'approchèrent de quelque chose de monumental, quelque chose qui changerait le cours de l'histoire humaine à jamais. Où
Allons-nous exactement? Demanda Dr Lefebvre, sa voix mêlant curiosité et appréhension. Victoire se tourna pour les regarder, ses yeux brillants d'un savoir ancestral, vers l'endroit où tout a commencé et où tout pourrait recommencer. Nous allons au cœur de l'Atlantide. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le doux bourdonnement du Nautilus II, traversant des millénaires de secrets enfouis. Amélie savait que, quoi qu'ils trouvent au bout de ce voyage, rien ne serait plus comme avant. Le sous-marin dans le désert n'était que le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui promettait de réécrire le passé et, possiblement, de façonner l'avenir de l'humanité. Le Nautilus II glissait silencieusement à travers les couches de sable et de roches, sa technologie avancée rendant le voyage étonnamment fluide. Amélie et son équipe observaient émerveillées à travers les hublots circulaires, apercevant occasionnellement des structures métalliques et des ruines d'une civilisation longtemps oubliée. Victoire, avec la grâce de quelqu'un qui naviguait dans ces eaux souterraines depuis des millénaires, manipulait les commandes holographiques avec précision. « Nous approchons du Nexus central », annonça-t-elle, sa voix chargée d'une émotion qui semblait mêler révérence et nostalgie. Nexus central, s'enquit Thomas, ses yeux brillants de curiosité alors qu'il tentait de déchiffrer les symboles, étrangers sur les panneaux de contrôle. Victoire acquiesça, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres, le cœur battant de l'ancien réseau de Cité Atlante, un centre technologique qui, même aujourd'hui, défierait notre compréhension la plus avancée. Tandis qu'elle parlait, le Nautilus II émergea dans une caverne sous-marine aux proportions colossales. Les parois rocheuses cédèrent la place à une coupole cristalline qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Sous ce dôme, une cité futuriste s'élevait, ses tours de cristal et de métal reflétant une lumière bleuâtre qui semblait émaner de l'air lui-même. « Bienvenue à Poséidonis », annonça Victoire, sa voix chargée d'émotion. La dernière, cité d'Atlantide. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son collectif de respiration suspendue. C'était une vision qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire et l'archéologie. « C'est impossible », murmura Claire, son scepticisme scientifique luttant contre l'évidence devant ses yeux. Dr Lefebvre, quant à lui, semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques secondes. Le poids de cette révélation visible sur son visage ridait. Toutes les légendes, tous les mythes étaient vrais. Le Nautilus II s'amarra doucement à un quai cristallin. Lorsque l'écoutille s'ouvrit, le groupe fut accueilli par un air étonnamment frais, chargé d'un léger arôme d'ozone et de quelque chose d'indéfinissable, presque éthéré. « Comment est-ce possible ?» demanda Amélie, ses yeux parcourant les structures impossibles qui les entouraient. « Comment une cité entière peut-elle rester cachée depuis si longtemps ?» Victoire commença à marcher, les guidant le long d'une avenue qui semblait faite de lumière solidifiée. La technologie, Atlante opérait à un niveau que vous appelleriez magie, manipulation quantique, pliage de l'espace-temps, énergie du point zéro, et tout cela était quotidien pour eux. Alors qu'ils marchaient, Amélie remarqua que les structures semblaient réagir à leur présence, brillant doucement et parfois changeant de forme. C'était comme si la ville elle-même était vivante, consciente. « Mais les créatures que nous avons vues dans le sous-marin ?» demanda Thomas, se souvenant des formes éthérées qu'ils avaient détectées. Victoire s'arrêta devant un bâtiment qui ressemblait à une coquille de nautile géante. « Ce sont les gardiens, les derniers Atlantes purs, maintenus en stase jusqu'à ce que vienne le moment du réveil. »« Réveil !» La voix de Claire trembla légèrement. « Quel réveil ?» Avant que Victoire ne puisse répondre, le sol sous leurs pieds commença à vibrer doucement. Les structures alentour pulsèrent d'une lumière plus intense, et un bourdonnement sourd remplit l'air. « Ça commence », chuchota Victoire, ses yeux brillants d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Soudain, des formes lumineuses commencèrent à émerger des structures environnantes. Elles ressemblaient aux créatures qu'ils avaient vues sur les scanners, mais maintenant, vues de près, elles étaient d'une beauté à couper le souffle. Des êtres humanoïdes, mais faits d'énergie pure, avec des traits qui rappelaient un mélange d'humain et de quelque chose de plus. L'un d'eux, plus grand et plus imposant que les autres, s'approcha du groupe. Quand il parla, sa voix résonna non seulement dans l'air, mais directement dans leurs esprits. « Bienvenue, enfants de Gaïa.
Nous attendons ce moment depuis des millénaires. » Amélie fit un pas en avant, sa curiosité scientifique surmontant momentanément son étonnement. « Que êtes-vous » L'être lumineux inclina légèrement la tête, comme s'il souriait. « Nous sommes les Atlantes, les gardiens du savoir. Et vous, chers visiteurs, êtes la clé du prochain chapitre de l'histoire de votre monde. » Victoire se tourna vers le groupe, ses yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. « C'est pour cela que vous êtes ici. » Le sous-marin dans le désert n'était pas seulement une relique. C'était un signal, un déclencheur. Sa découverte a activé des protocoles endormis depuis des millénaires. Dr Lefebvre, retrouvant un peu de sa contenance, demanda « Mais pourquoi? Pourquoi maintenant ?» L'Atlante répondit, sa voix mentale, chargée de gravité, « Parce que votre monde est au bord d'une transformation. Les eaux montent, les continents changent. Le cycle qui a submergé l'Atlantide est sur le point de se répéter. » Amélie sentit un frisson parcourir son échine. « Vous dites que une autre inondation mondiale arrive ?» Victoire acquiesça, solennellement. « Pas seulement une inondation, Amélie, une reconfiguration complète de la géographie terrestre. Et vous tous, avez été choisis pour être les gardiens du savoir dans cette nouvelle ère. » Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, trouva enfin sa voix. « Mais, et le reste du monde? Nous ne pouvons pas simplement les laisser. » L'Atlante leva une main lumineuse, l'interrompant doucement. « N'ayez crainte, le savoir que nous partagerons avec vous n'est pas destiné à la destruction, mais à la préservation et à la renaissance. À travers vous, l'humanité aura une chance d'évoluer, de s'adapter à ce qui va venir. » Amélie regarda ses compagnons, voyant sur leur visage le même mélange de peur, d'excitation et de détermination qu'elle ressentait. Ils étaient sur le point d'embarquer dans un voyage qui non seulement réécrirait l'histoire, mais façonnerait l'avenir de l'humanité. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Victoire sourit, un sourire qui semblait contenir la sagesse de millénaires. « Maintenant, mes chers, vous apprenez. Vous apprenez sur le passé qui a été oublié et le futur qui arrive. Et ensuite, vous devenez les architectes d'une nouvelle ère. » Alors que le groupe se préparait à plonger dans les secrets de l'Atlantide, Amélie ne put s'empêcher de penser aux sous-marins solitaires dans le désert. Ce qui avait commencé comme une découverte archéologique intrigante s'était transformé en clé pour le destin de l'humanité. Et elle, une simple archéologue française, était au centre de tout cela. Le prochain chapitre de l'histoire humaine était sur le point d'être écrit, et ils en seraient les auteurs. Les jours qui suivirent furent un vertige de connaissances et de révélations pour Amélie et son équipe. La cité de Poséidonis se révéla être une vaste archive vivante, chaque structure, chaque artefact, une fenêtre sur un passé si avancé qu'il frôlait l'incompréhensible. Dans une salle qui rappelait un amphithéâtre futuriste, le groupe assistait à des projections holographiques qui narraient l'histoire de l'Atlantide. Victoire, maintenant clairement dans son élément, servait d'interprète et de guide. « La civilisation atlante, expliquait-elle, tandis que des images de villes, flottantes et de machines impossibles dansaient dans l'air, a atteint son apogée il y a environ 15 000 ans. Il maîtrisait la manipulation de l'énergie à un niveau quantique, permettant des exploits que nous appellerions aujourd'hui des miracles. » Dr Lefebvre, absorbant chaque détail avec des yeux avides, questionna « Mais qu'est-ce qui a causé ?» Leur chute, s'ils étaient si avancés, la projection changea, montrant une Terre très différente de celle qu'ils connaissaient. Des continents dans des positions étranges, des océans là où existaient aujourd'hui des déserts. Victoire soupira, une note de tristesse dans sa voix. L'arrogance, l'ambition démesurée. Les Atlantes ont commencé à jouer avec des forces qu'ils ne comprenaient pas totalement. Ils ont tenté de contrôler le noyau même de la Terre pour générer une énergie illimitée. Les images montrèrent une catastrophe à l'échelle mondiale, des continents s'enfonçant, d'autres émergeant, des tsunamis gigantesques balayant la surface de la planète. Le résultat fut un cataclysme qui a reconfiguré la planète, continua Victoire. L'Atlantide, le cœur de la civilisation, a sombré presque instantanément. Seules quelques cités comme Poséidonis ont survécu, protégées par une technologie de pointe. Claire, qui analysait des données géologiques sur un panneau proche, interrompit.
Cela expliquerait les anomalies que nous trouvons toujours dans les registres géologiques de cette période. Mais vous avez mentionné que cela est sur le point de se reproduire. Le visage de Victoire devint grave. Oui, le cycle de la Terre est long, mais inexorable. Les plaques tectoniques se déplacent, les courants océaniques changent. Dans moins d'un siècle, le monde tel que vous le connaissez n'existera. Plus, Amélie sentit un poids dans sa poitrine. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher? L'un des Atlantes, qui jusqu'alors observait silencieusement, se manifesta. L'empêcher, non. Mais s'y préparer, oui. C'est pourquoi vous êtes ici. Thomas, qui avait passé les derniers jours à déchiffrer la technologie atlante, avec un enthousiasme presque enfantin, demanda « Mais comment? Comment pouvons-nous préparer le monde à quelque chose comme ça ?» Victoire fit un geste, et la projection changea à nouveau, montrant une série de structures réparties sur le globe. Ce sont des stations de confinement, construites par les Atlantes survivants après le premier cataclysme. Elles ont été conçues pour minimiser les dommages du prochain grand changement. Certains de ces emplacements, murmura Dr Lefebvre, correspondant à des sites archéologiques mystérieux que nous n'avons jamais pu expliquer complètement. Exactement, acquiesça Victoire. Stonehenge, les lignes de Nazca, les pyramides, tous font partie d'un réseau mondial de protection. Mais avec le temps, le savoir s'est perdu et ces structures sont devenues dormantes. Amélie se leva, une détermination brûlant dans ses yeux. Alors notre mission est de réactiver ce réseau? Préparer le monde à ce qui va venir? L'Atlante acquiesça solennellement. Oui, mais c'est plus que cela. Vous serez les gardiens du savoir, les enseignants d'une nouvelle ère. Vous devrez guider l'humanité non seulement pour survivre, mais pour évoluer. Victoire compléta. Pensez-y comme à une arche. Pas seulement pour préserver des vies, mais pour préserver le savoir, la culture, le meilleur que l'humanité a à offrir. L'ampleur de la tâche qui les attendait était écrasante. Claire, toujours la voix de la raison, exprima la préoccupation que tous ressentaient. Mais comment convaincrons-nous le monde? Les gouvernements, les scientifiques. Ils nous prendront pour des fous. Victoire sourit, un sourire qui portait le poids de millénaires de secrets. C'est là que la Fondation Phénix entre en jeu. Nous avons des ressources, de l'influence, mais plus important, nous avons des preuves irréfutables. Le sous-marin dans le désert n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, le groupe fut immergé dans un programme intensif de formation. Ils apprirent des technologies qui défiaient les lois de la physique, telles qu'ils les connaissaient, des méthodes de préservation qui pourraient maintenir des villes entières à l'abri sous les eaux, des formes de communication qui transcendaient l'espace et le temps. Chaque membre de l'équipe trouva son rôle dans cette mission grandiose. Thomas approfondit dans la technologie, apprenant à fusionner le savoir atlante avec la science moderne. Claire se concentra sur la géologie et la climatologie, cherchant à comprendre et à prédire les changements à venir. Dr Lefebvre devint l'historien, reliant les points entre le passé oublié et le futur incertain. Et Amélie, elle se retrouva dans le rôle de leader, le pont entre deux mondes, la voix qui devrait convaincre l'humanité de son destin imminent. Un soir, alors qu'elle observait la ville sous-marine depuis un balcon cristallin, Amélie fut abordée par Victoire. « Commencez-vous à comprendre l'ampleur de ce qui nous attend ?» demanda la femme énigmatique. Amélie acquiesça, ses yeux reflétant les lumières éthérées de la cité. « C'est écrasant. Parfois je me demande si nous sommes à la hauteur de cette tâche. » Victoire posa une main sur son épaule, le toucher étonnamment chaud et réconfortant. « Vous avez été choisie pour une raison, Amélie. Votre curiosité, votre passion pour la vérité, votre capacité à voir au-delà de l'évident. Ah, c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. » Amélie se tourna pour lui faire face. « Et vous, quelle est votre histoire? Comment vous inscrivez-vous dans tout cela ?» Pendant un moment, le masque de sérénité de Victoire vacilla, révélant une profondeur d'émotion qu'Amélie n'attendait pas. « Mon histoire. Elle est longue et compliquée, remplie de joies et de tragédies. Disons simplement que je suis une gardienne, tout comme vous êtes en train de le devenir. Ma mission a été de préserver le savoir, de guider l'humanité dans les coulisses, attendant le moment propice. » Amélie sentit qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire, des couches de mystère qui ne seraient peut-être jamais totalement révélées. Mais à ce moment-là, cela n'importait pas. Ce qui importait, c'était la mission à venir, le futur qu'il devait façonner. « Et maintenant ?» demanda Amélie, sa voix chargée de détermination. « Quelle est la prochaine étape ?»
Victoire sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux ancestraux. Maintenant, ma chère, nous changeons le monde. Un cœur, un esprit à la fois. Tandis que les lumières de Poséidonis scintillaient autour d'elle, Amélie sentit le poids d'eux. L'histoire et du futur sur ses épaules. Le sous-marin dans le désert n'avait été que le début. Le véritable voyage, la mission de sauver et de transformer l'humanité, ne faisait que commencer. Et elle était prête pour le défi. Le retour. Au monde de la surface, fut comme s'éveiller d'un rêve vivide pour Amélie et son équipe. Après des semaines immergées dans les secrets de l'Atlantide, la réalité quotidienne semblait étrangement banale, et en même temps plus fragile que jamais. Victoire les guida à travers le désert, cette fois dans un véhicule plus conventionnel, bien qu'Amélie soupçonnât que sa technologie était aussi avancée que celle du Nautilus II. Le sous-marin dans le désert, le catalyseur de toute cette aventure, avait été soigneusement dissimulé par la fondation Phoenix. « Nous ne pouvons pas risquer qu'il tombe entre de mauvaises mains », expliqua Victoire en conduisant. « Du moins, pas encore. » En arrivant au Caire, ils furent accueillis par une délégation discrète de la fondation Phoenix. Dre Émilie Laurent, une femme d'âge moyen aux yeux perspicaces derrière des lunettes à fine monture, les attendait dans une salle de conférence privée d'un hôtel de luxe. « Bienvenue de retour », sourit-elle, bien que ses yeux révèlent un sérieux qui contrastait avec son ton amical. « J'imagine que vous avez beaucoup à assimiler. » Amélie acquiesça, sentant le poids des informations qu'il portait. « Dre Laurent, ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. » Et pourtant, intervint Thomas, il semble que nous ayons à peine effleuré la surface. Dre Laurent fit un geste pour qu'il s'assoie. C'est précisément pour cette raison que notre prochaine phase est cruciale. Nous devons introduire cette connaissance dans le monde de manière contrôlée et stratégique. Claire, toujours. Pragmatique, demanda. Et comment exactement prévoyons-nous de faire cela? Nous ne pouvons pas simplement annoncer que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. Pas directement, convint Victoire, qui jusqu'alors observait la scène en silence. Mais nous pouvons planter les graines, préparer le terrain. Dre Laurent activa un projecteur holographique au centre de la table, affichant une carte mondiale avec plusieurs points marqués. Voici les emplacements des stations de confinement Atlante. Notre première étape sera de les réactiver discrètement. Chacun d'entre vous, continua-t-elle, regardant Amélie et son équipe, dirigera une équipe spécialisée. Vous serez les gardiens de cette connaissance, les intermédiaires entre le passé et le futur. Amélie ressentit un mélange d'honneur et d'appréhension. Et qu'en est-il de la communauté scientifique? Des médias? Certainement, nous ne pourrons pas garder cela secret très longtemps. Victoire sourit énigmatiquement. Nous n'avons pas l'intention de le garder secret, Amélie. Nous prévoyons de le révéler d'une manière que le monde puisse accepter et comprendre. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de planification et de préparation. Chaque membre de l'équipe reçut des missions spécifiques. Thomas fut désigné pour diriger une équipe d'ingénieurs et de programmeurs avec la tâche d'intégrer la technologie Atlante au système moderne. Son premier projet, développer un réseau de communication quantique indétectable. Claire fut chargée d'une équipe de géologues et de climatologues. Sa mission était de cartographier les changements tectoniques imminents et de développer des modèles prédictifs en utilisant la connaissance Atlante. Dr Lefebvre, avec sa vaste expérience archéologique, fut chargé de réinterpréter l'histoire humaine à la lumière des nouvelles découvertes. Il dirigerait des expéditions vers des sites archéologiques clés, cherchant des preuves qui pourraient corroborer le récit Atlante. Et Amélie, elle se retrouva au centre de tout, le pont entre les différentes équipes et, plus important qu'encore, la voix qui porterait ces découvertes au monde. « Vous avez un don, Amélie, » dit Victoire lors d'une de leurs sessions de stratégie. Une capacité à traduire des concepts complexes en quelque chose que les gens peuvent comprendre et accepter. Nous aurons besoin de cela dans les années à venir. L'ampleur de la tâche à venir était écrasante. Il ne s'agissait pas seulement de révéler une civilisation perdue, mais de préparer l'humanité à une transformation globale imminente. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son nouveau bureau au siège de la Fondation Phoenix, Amélie fut surprise par une visite inattendue.
C'était l'Atlante qu'ils avaient rencontré à Poséidonis, sa forme éthérée brillant doucement dans la pénombre. « Vous portez un grand fardeau, dit-il, sa voix résonnant davantage dans son esprit que dans l'air. Amélie acquiesça, ressentant le poids de sa responsabilité. « Parfois je me demande si nous faisons la bonne chose, si nous avons le droit de décider du destin de l'humanité. » L'Atlante s'approcha, sa présence émanant un calme ancestral. « Vous ne décidez pas du destin, Amélie. Vous offrez une chance. L'avenir appartiendra toujours à ceux qui y vivent. Et si nous échouons ?» demanda-t-elle, exprimant la peur qui la tourmentait dans les heures silencieuses de la nuit. « L'échec, répondit l'être lumineux, ne survient que lorsqu'on abandonne. Chaque pas, chaque esprit que vous toucherez sera une victoire. Souvenez-vous, le changement n'est pas toujours immédiatement visible, mais chaque vague commence par une petite perturbation dans l'eau. » Ces paroles apportèrent un réconfort inattendu. Amélie se souvint du sous-marin dans le désert, comment une seule découverte avait déclenché une série d'événements qui façonneraient maintenant l'avenir de la Terre. Dans les mois qui suivirent, l'équipe travailla sans relâche. Des articles scientifiques commencèrent à apparaître, remettant subtilement en question les paradigmes établis. Des documentaires mystérieux captivèrent l'imagination du public. Des politiciens et des dirigeants mondiaux furent approchés discrètement, semant les graines d'une nouvelle conscience globale. Et au centre de tout cela se trouvait Amélie, naviguant dans les eaux tumultueuses de l'opinion publique, de la politique internationale et de la résistance scientifique. Chaque petite victoire, chaque esprit ouvert à de nouvelles possibilités, était un pas vers un avenir qui, bien qu'incertain, offrait de l'espoir. Le sous-marin dans le désert n'avait été que le commencement. Maintenant, les vagues du changement se formaient, prêtes à balayer le monde et à inaugurer un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Et Amélie, autrefois simple archéologue française, se retrouvait maintenant à la crête de cette vague, guidant l'humanité vers un destin qu'elle-même ne pouvait pas complètement prévoir. Les années suivantes se déroulèrent comme une partie d'échecs élaborée à l'échelle mondiale. Amélie et son équipe, maintenant élargie et répartie dans le monde entier, se déplaçaient avec précaution, chaque action méticuleusement planifiée pour préparer l'humanité à la vérité qui approchait. Thomas, depuis sa base high-tech à Paris, dirigeait une révolution silencieuse dans la technologie des communications. Sous couvert d'avancées en informatique quantique, il introduisait progressivement des éléments de la technologie atlante dans le tissu numérique du monde moderne. « C'est fascinant », partagea-t-il avec Amélie lors d'une vidéoconférence sécurisée. « Nous créons essentiellement un Internet parallèle, un qui transcende les limitations physiques que nous connaissons. Quand le moment viendra, nous pourrons activer un réseau de communication global qui résistera à toute catastrophe. » Claire, quant à elle, voyageait sans cesse entre des stations de recherche en Antarctique, dans l'Arctique et à des points stratégiques autour du globe. Ses études sur les changements climatiques et les mouvements tectoniques commençaient à dresser un tableau alarmant qui corroborait les prédictions atlantes. « Les données sont indéniables, Amélie, » rapporta-t-elle, son visage fatigué mais déterminé à l'écran. « Les changements se produisent beaucoup plus rapidement que n'importe quel modèle conventionnel ne pourrait prédire. Nous devons accélérer nos plans. » Dr Lefebvre, maintenant une figure respectée dans les cercles académiques non conventionnels, donnait des conférences énigmatiques qui attiraient autant les curieux que les sceptiques. Ses théories sur les civilisations prédiluviennes avancées gagnaient du terrain, particulièrement parmi les jeunes chercheurs avides de défier le statu quo. Amélie, cependant, affrontait le défi le plus complexe de tous, naviguer dans la mer tumultueuse de l'opinion publique et de la politique internationale. Ses apparitions lors de conférences scientifiques, d'émissions de télévision et même lors de sessions fermées à l'ONU étaient soigneusement orchestrées pour semer le doute sur l'histoire acceptée et ouvrir les esprits à des possibilités auparavant inimaginables. Un après-midi, après une conférence particulièrement tendue au Forum économique mondial, Amélie se retrouva dans une salle privée avec des dirigeants mondiaux et des magnats de l'industrie. La tension était palpable. Dreux Durand, commença une éminente politicienne européenne, vos théories sont intrigantes, mais vous devez comprendre les implications de ce que vous proposez.
Si ce que vous dites est vrai, nous parlons d'une reconfiguration complète de l'ordre mondial. Amélie acquiesça, gardant son sang-froid. Exactement, madame. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Non pas pour causer la panique, mais pour entamer un dialogue sur la façon dont nous pouvons nous préparer et nous adapter. Un PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde se pencha en avant, ses yeux brillants d'un mélange de scepticisme et de curiosité. Ces technologies Atlantes dont vous parlez, sont-elles réelles? Pouvez-vous nous montrer des preuves concrètes? Ce fut à ce moment que Victoire, qui jusqu'alors observait silencieusement depuis le coin de la salle, fit un pas en avant. D'un geste fluide, elle activa un dispositif à son poignet. Instantanément, l'air au centre de la salle s'agita, et une projection holographique tridimensionnelle à couper le souffle se matérialisa, montrant la Terre telle qu'elle était il y a 15 000 ans, avec des continents à des positions différentes, et l'Atlantide au centre de tout. Les présents restèrent bouche bée. Victoire sourit sereinement. « Mesdames et messieurs, ceci n'est qu'une fraction de ce que nous avons à partager. La question maintenant est, êtes-vous prêts à faire partie de la solution ?» Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de négociations, de démonstrations technologiques et de planification stratégique. Lentement mais sûrement, les pièces commençaient à bouger sur l'échiquier mondial. Pendant ce temps, dans des lieux stratégiques autour du monde, les anciennes stations de confinement atlantes étaient discrètement réactivées. Chacune représentait un défi unique, mélangeant technologie ancienne et ingénierie moderne, d'une manière qui défiait la compréhension. Ce fut lors de l'activation d'une de ces stations, dans les profondeurs de la forêt amazonienne, qu'Amélie eut une rencontre qui changerait tout. Alors qu'elle supervisait le processus, elle sentit une présence familière. Se retournant, elle vit l'Atlante qu'elle avait rencontrée à Poséidonis. « Vous avez beaucoup progressé », dit-il, sa forme éthérée contrastant avec la dense végétation environnante. Amélie sourit, fatiguée. « Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Le temps file et il y a encore tant de résistance. » L'Atlante s'approcha, son énergie pulsant doucement. « Souvenez-vous, Amélie, le changement est rarement fluide ou prévisible. Mais chaque action que vous et votre équipe accomplissez crée des ondulations qui se propagent de manière que vous ne pouvez pas imaginer. » À ce moment, comme pour souligner ces paroles, le sol trembla légèrement. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais un rappel subtil des forces en mouvement sous leurs pieds. « Ça commence, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, un frisson parcourant son échine. L'Atlante acquiesça solennellement. Les premiers tremblements d'une grande transformation. Mais n'ayez pas peur, Amélie. La connaissance que vous restaurez, les connexions que vous établissez, tout cela servira d'encre pour l'humanité dans les temps turbulents à venir. End of story.